Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre saga estivale hebdomadaire House of Emile, Powers of Aurélien. On avance, hein, voilà, maintenant on est au mois de juin pour parler de nos coups de cœur du mois de juin et notre thématique de la semaine, ce sera les lectures hors Marvel. Alors vous verrez qu'on s'est même ultra spécialisé de l'été en se focalisant sur les sorties de 2025. Bref, on a cherché hors de Marvel ce qui nous avait plu en 2025 et on a chacun choisi un titre et bon, vous verrez qu'on a beaucoup réfléchi à changer un petit peu, mais finalement nos deux titres sont pas si éloignés. Commençons tout de suite par nos coups de cœur du mois de juin. Pareil, là-dessus on s'est un peu battu, on a fait une bataille de pouces pour décider qui parlait de quoi et c'est Émile qui a gagné la bataille de pouces et qui va donc vous parler d'Ultimate Universe, mais alors pas... On a décidé d'étendre un petit peu histoire de s'amuser un peu plus. On va pas que se focaliser sur la sortie du mois de juin. Nous, on est généreux, hein. Nous, on est dans le partage, on est dans l'amour. On vous rajoute aussi les numéros d'avant et d'après. Donc, le numéro de mai, le numéro du coup d'avril, de juin et d'août. Voilà. C'est vrai que partage et amour soient deux valeurs qu'on ne trouve pas beaucoup dans ce nouvel univers Ultimate. Même pas du tout, c'est fini, il y en a plus. Oui, parce que le maker il est arrivé, il a fait prout, il a tout écrasé, vraiment. Non, en tout cas, on progresse, puisque là on est quand même au 12e numéro on sera en août, au moment où vous écoutez donc au 12e numéro de Ultimate Spider-Man, au 10e d'X-Men, au 10e de Black Panther, et on aura couvert presque la totalité du deuxième arc de Ultimates. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Alors du coup, pas mal de choses, notamment un cliffhanger insoutenable à la fin du 12e numéro de Spider-Man. Chut. Voilà, après un petit cliffhanger que vous découvrirez donc au mois d'août. Après donc quelques numéros de plus en plus intéressants, notamment au niveau du traitement par Hickman, donc des médias, et notamment via Ben et Jonah Jameson, et la manière en fait dont ils mènent des enquêtes en mode Élise Lucet, sauf que en face il y a le caïd. Donc bon, un poil plus intimidant que l'idole, j'avoue. Ouais, c'est sûr que quand là on arrive au micro et qu'on fait est-ce que vous avez un commentaire et qui commence à sortir les flingues, bon, on réagit pas forcément pareil. C'est ça. Et on va aussi notamment progresser en numéro Ultimate X-Men avec, comme toujours, je trouve le côté horrifique assez poussé, notamment encore dans cette partie-là de Ultimate X-Men, au niveau graphique, avec ses ambiances très grises et ces malédictions, moi, que je trouve toujours vraiment très très plaisantes. Et de toute façon, on reparlera, je pense, au moment de la sortie en Deluxe des séries Ultimate dans le détail. Ouais. Après, moi, je rajouterais un conseil. Si vous aimez bien Ultimate X-Men, mais que vous avez l'impression un peu d'être paumé à ce moment-là de votre lecture ou depuis un ou deux numéros, ce qui est complètement possible, je pense que le moment est venu de faire une relecture. Là, vous avez 10 numéros sous le coude. C'est le moment où vous pouvez faire une relecture et vous allez voir que après cette relecture, vous n'aurez pas besoin autant que ça de refaire des relectures. Les pièces seront beaucoup plus claires pour vous. En tout cas, sur moi, c'est comme ça que ça a marché. J'avais beaucoup aimé le début d'Ultimate X-Men et il y a un moment où j'avais un peu perdu le fil des intrigues parce que... Elle introduit beaucoup de personnages. Ouais, et puis on parle quand même de plusieurs ados japonaises qui vivent des choses un peu similaires, donc il y a un moment où on peut quand même un petit peu perdre les fils narratifs, surtout avec ce gimmick qui existe dans l'univers Ultimate du fait que chaque numéro se déroule dans des mois différents, donc il y a en plus des petits jumps d'histoire entre chaque numéro, donc le fait d'être un peu perdu à un moment me semble pas complètement inconcevable, mais par contre je vous invite vraiment à faire une relecture. Moi j'ai fait une relecture, je crois que j'étais à l'épisode 11 ou 12, donc là vous êtes à l'épisode 10, c'est plus ou moins pareil, et une fois la relecture faite, j'étais conquis, et surtout là depuis j'en ai plus du tout besoin. Quand je relis un numéro, je sais quels sont les persos, je suis bien calé et tout ça, donc voilà, c'est mon petit conseil, le petit conseil de tonton Aurélien, faites-vous une relecture d'Ultimate X-Men. Non, mais en plus, surtout que, ouais, tu as rien qu'en reflétant les numéros, moi, je suis toujours impressionné, surtout, par la capacité à Pichomoko d'arriver à faire des pages qui sont splendides, avec notamment, les gens qui découvrent leur pouvoir, et puis surtout aussi,
la manière dont elle va, comme on le disait, introduire de nouveaux personnages à chaque numéro et surtout, en gros, reprendre les éléments qu'on connaît déjà et faire de l'école pour mutants la confrérie de nouveaux mutants en fait. Enfin, la confrérie des mauvais mutants. Et avec tous les symboles un peu, pervertis. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des personnages qui peuvent faire penser à un Wolverine ou à d'autres, et en fait, vu que techniquement un Wolverine existe dans l'univers, on sait que c'est pas lui, et finalement il y a quand même aussi des fausses pistes qui sont mises. Est-ce que ce personnage-là qu'on voit c'est Magneto, est-ce que c'est Légion, en fait, voilà, c'est toujours super intéressant, mais encore une fois, c'est ça que je trouve et qui fait encore la qualité aussi du titre, c'est qu'on n'a pas besoin en fait même de tout ça, c'est juste un peu la cerise sur le gâteau, un peu si on s'amuse à deviner en fait de quel personnage il s'agit. De quoi, non, même pour l'anecdote, en fait, il y a même le personnage de Surge, donc on voit, alors j'oublie son nom du coup dans la série de Pichomoko, qui est ici une sociopathe, on peut le dire, et d'ailleurs avec un truc assez glauque, puisqu'on voit aussi qu'elle se prostitue et qu'elle tue ses clients en fait dans la série. Et bien en fait on la voit dans la série X-Force, donc typiquement même moi j'ai découvert en fait des personnages mutants que je connaissais pas, alors que je suis les séries X-Men maintenant depuis assez régulièrement depuis quand même quelques années, donc pas autant que toi Aurélien, je sais, mais voilà, je n'ai pas. Serge, sinon pour la petite histoire, elle avait été créée lors de New X-Men Academy X, au moment juste après Morrison. En fait. Ah, nerd. Non, tu vois, qu'est-ce que je disais. Donc non, mais bon, après, sinon, surtout, je pense que Dennis Kem, ça va être un peu notre nouvelle Alley ou Kieron Gillen. Je pense que surtout ce qui vaut la peine d'être mentionné, c'est évidemment la qualité stratosphérique en fait que prennent assez rapidement les numéros d'Ultimates, puisque donc sur les 4 numéros que je couvre, on va parler d'Ultimates 3 au numéro 7. Et dans le numéro 4, notamment, on avait déjà pu l'évoquer à plusieurs reprises. C'est, je pense, un des meilleurs numéros jamais écrits, en tout cas de l'année, sur notamment les 4 Fantastiques. Il va aussi... D'ailleurs, vraiment, je crois que c'était dans une émission que finalement on n'a pas publiée parce qu'on devait avoir eu des problèmes d'enregistrement, mais cet épisode, quand on en avait parlé, on avait dit, il faudra qu'il soit absolument aux Eisner, s'il y est pas, c'est un scandale. Il y est pas. Il y est pas, c'est un scandale. C'est un scandale. Je veux dire, j'en perds mes mots. Voilà, c'est pas normal. Bon, après, de toute façon, on sait que les remises de prix, ça vaut ce que ça vaut. Mais quand même, là, je suis chafouin. Choqué et déçu. Je sais pas qui est ce Eisner, mais franchement, voilà, quoi. C'est pas ouf, hein. Non, blague à part, en plus, c'est un tour de force que Dennis Kemp, avec ses dessinateurs, va réitérer à plusieurs reprises. Puisque donc, dans le numéro 4, il va avoir ces 4 cases pour rappeler qu'il est fantastique. Ensuite, dans le numéro 9, avec Luke Cage, il va ensuite avoir... Oui, mais non, mais après c'est pas un spoil, c'est plus un truc graphique, c'est plus un gimmick en tout cas qu'on va retrouver. Bien sûr. Et qui dévoile en rien ce qui va se passer dans chaque numéro. D'autant plus, comme on avait déjà pu le dire et le répéter, ce qui est la force aussi de la série Ultimate, je trouve, c'est que je la suis en mensuel, c'est un plaisir à lire individuellement chaque numéro. Je vais la relire du coup en arc narratif, donc de 6 numéros, c'est super intéressant à lire, et en même temps, il y a aussi ce compte à rebours, ce moment en fait avant la libération du Maker, qui est aussi un peu l'épée de Damoclès qui hante un peu la série et qui donne un sentiment d'urgence au fait que les Ultimates doivent réunir le plus de personnes et agréger le plus de force possible. Force possible d'ailleurs qu'ils vont prendre un sérieux coup dans la tronche, littéralement, au numéro 6, puisque ils vont rencontrer un personnage qui n'est peut-être pas aussi disons, qui est censé être un sage et être un peu pacifiste d'après son accoutrement, mais en fait pas du tout. Il va les massacrer. ça va être un moment assez dur, on va dire, pour l'équipe. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un truc, c'est on va pas le spoiler là dans l'émission, parce que si vous suivez, vous pouvez écouter nos émissions sans suivre l'actu VO, mais désormais on connaît le nom de l'event où de l'univers Ultimate avec le retour du Maker, et autant dire que le nom de l'event
rien que le nom déjà est une promesse d'un lourd tribut à payer pour ce qui est pour les héros, quoi. J'ai assez peur. Quand on voit en fait que tout peut arriver, ouais, c'est quand même assez flippant. Et aussi, autre numéro que je mentionnerais, ce serait le numéro aussi avec Hawkeye, qui pareil m'a fait dire que Dennis Camp est quand même sacrément doué pour arriver en fait à faire passer des messages avec peu de subtilité, on peut le dire, je pense, mais tout en même temps restant très élégant. C'est-à-dire Hawkeye, qui est donc un natif américain, va en fait s'amuser à péter en fait des champs de pétrole, et on va envoyer Captain America pour essayer de le recruter. Et Captain America lui dit en gros tire-moi pas dessus, on est dans le même camp, on garde ce drapeau là. Et Hawkeye lui fait gentiment comprendre que ce drapeau-là ne veut pas dire la même chose pour son peuple que pour Captain America. Donc non, c'est vraiment... c'est vrai que l'épisode 4 est on va même revenir vu qu'on a aussi l'épisode 3. L'épisode 3 est complètement formidable, centré sur Miss Hulk et en le redéfinissant d'une manière extrêmement intelligente et moderne. L'épisode 4 est un tour de force incroyable autour du personnage de Reed Richards. L'épisode 5 du coup sur Hawkeye, il est d'une densité absolue avec du coup un nouveau personnage qui n'est pas Clint Barton, mais qui retrouve certaines caractéristiques de caractère, on va dire, notamment dans son opposition à Captain America. Le fait que cette opposition à Captain America, comme tu le dis si bien, prend un nouveau sens vu que il est indien d'Amérique, le nouveau personnage, sachant que il y a tout ce conflit qui a lieu sur les terres indiennes, mais avec l'exploitation de ces terres par des entreprises capitalistes, donc qui viennent rajouter une nouvelle surcouche. Tout ça, ça permet aussi de redéfinir le personnage de Captain America dans la série Ultimate par rapport à ce qu'il est en tant que Captain America, et d'une certaine manière assez proche du Steve Rogers classique, et du coup très différent du Steve Rogers de l'univers Ultimate précédent. Tout ça en une vingtaine de pages. C'est de la folie furieuse. L'épisode 6, on en a parlé, c'est la confrontation face à des alliés du créateur du coup, et l'épisode 7, c'est le premier épisode où on respire un petit peu, où justement on va redéfinir un petit peu qui sont les Ultimates, comment ils vivent ensemble, et qu'est-ce que c'est que cette équipe, quels sont leurs réseaux. Voilà. Et chaque épisode du coup est un stand-alone, et à la fois quelle maestria, quelle narration, chaque couverture de Dick Rowan, pareil, qui fait un travail monumental, en fait à tous les niveaux, c'est super. Vraiment c'est ce qu'on disait aussi pareil quand on avait commencé à lire l'univers Ultimate et en parler avec Jérémy, c'est que la série que tout le monde attendait en fait, c'était la série Ultimate Spider-Man, à juste titre, elle est géniale. La série X-Men, c'était un peu le pari risqué, et l'OVNI effectivement réussi. Black Panther, c'était comment ils allaient réinventer, donc finalement ça reste une série Black Panther assez agréable. Bon, je dirais pas forcément sans surprise, mais disons sur les rails, on va dire. Mais la série elle se permet pas le mal de choses aussi quand même. Oui, mais c'est vrai. Non, avec la mythologie, par contre, elle est super intéressante. Ouais, non, c'est une série qui est très cool. Elle est juste, c'est vrai, en étant tout à fait honnête, un petit peu écrasée avec les autres séries. Écrasée, Mais c'est vrai qu'elle a aussi son intérêt aussi parce que c'est un autre continent, c'est un autre point de vue. Elle a une série peut-être une ampleur peut-être plus religieuse, diplomatique que les autres séries peut-être. Ouais, ou magique. Oui, magique, effectivement aussi, voilà. Et Ultimates, en fait, c'est la série que personne n'attendait et que finalement tout le monde a adoré. J'entends que, en tout cas parmi nous, c'est vraiment l'excellente surprise, et finalement en mode, si on devait faire j'aime pas faire les palmarès, mais typiquement, la série Ultimate, je pense, est la meilleure pour le moment, ou en tout cas la série préférée que j'ai en tout cas dans l'univers Ultimate. Ouais, moi j'irai un peu plus loin. Je crois que c'est une de mes séries préférées tout court actuellement. Oui. Avec c'est pas une surprise, son travail, ce qu'il fait actuellement chez l'univers Absolute, Manhunter, qui est pareil, la même force d'avoir des numéros individuels super intéressants, des numéros avec un arc narratif, là je crois qu'il y a le 4e ou 5e numéro qui est sorti ou qui va sortir, mais qui est pareil avec un fil rouge sur les autres martiens, et j'ai hâte de voir justement comment ça va s'intercaler avec le reste de l'univers Absolute, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'en plus de ça, à côté de ça, il fait sa série Assorted Crazy Savant, du coup, qui est sa série indé quoi du moment, qui est aussi exceptionnelle. Et avant ça, il avait fait 20th Century Men, qui est une claque absolue quoi. C'est vrai que c'est un scénariste vraiment incroyablement brillant. Ouais, et qui débarque plus ou moins de nulle part, parce que finalement, à part Children of the Vault, il n'avait pas forcément signé des séries Marvel d'aussi grande ampleur, et il a été vraiment catapulté sur Ultimates. Et il avait fait donc Bloodshot dans l'univers Valiant, avec 2 mini-séries de mémoire ou quelque chose comme ça. En tout cas, il avait déjà fait ces armes-là et montré ce qu'il avait dans le ventre, j'ai envie de dire. Ok. En tout cas, voilà. Si vous suivez pas le bimestriel Ultimate, mais vous êtes déjà très nombreux à le faire, on vous invite vraiment à la rattraper. Sinon, on rappelle que les séries de l'univers sortiront de luxe à partir de la fin d'année, avec donc Ultimate Invasion qui ressortira avec les épisodes noir et blanc de Brian Hitch en bonus pour le premier, le Ultimate Spider-Man en novembre, et ensuite en décembre X-Men et Black Panther. Et Ultimates dont on vous dit tant de bien, ce sera pour 2026. Et ouais, moi du coup, rien à voir. Là, on vous parle d'un univers alternatif dont on est en pleine publication actuellement. Moi, je repars direction les années 90 dans l'univers classique Marvel. Donc vraiment, on est, j'ai envie de dire, à l'opposé. Et c'est avec l'omnibus du Camp de l'Infini, donc Infinity Gauntlet, dont j'avais envie de parler. Alors pourquoi celui-là? Peut-être déjà parce que c'est quand même, je crois que j'en avais déjà parlé, hein, c'est un de mes coups de cœur quoi, hein, de tous les temps quoi. Hein, sachant que dedans on retrouve les épisodes du Silver Surfer qui vont par Starlin et Ron Lim, qui vont mettre en place la situation on va dire avant le Gant de l'Infini. Là-dedans on va retrouver aussi les 2 épisodes Prestige, on a envie de dire, de la quête de Thanos, le défi de Thanos, ça avait été appelé à l'époque quand ça avait été publié en récit complet Marvel. Et après ça, il y a non seulement donc les 6 épisodes du Gant de l'Infini, donc par Jim Starlin, George Perez et Ron Lim, mais aussi tous les épisodes qui vont être les épisodes tie-in. Alors les épisodes tie-in, la plupart ont jamais été publiés en VF en plus, donc c'est l'occasion de les découvrir. Donc je vais faire un peu un listing, sachant que ça va, il y a pas trop de... À l'époque, en fait, quand Starlin fait le Gant de l'Infini, il n'y a pas une hype démesurée. C'est-à-dire Starlin a fait des très bonnes choses chez Marvel avant ça. Là, il fait un event. Les gens sont intéressés et tout ça, mais il n'y a pas ce sentiment qui va naître, en fait, suite à la publication d'Infinity Gauntlet, que l'univers Marvel se passe là, à ce moment-là. Et donc le Gant de l'Infini, juste pour faire le pitch quand même, avant de vous faire le listing des tie-in, c'est le Thanos qui met la main dans Thanos Quest sur les gemmes de l'infini, les pierres d'infini, bon, suivant les époques, voilà. Et avec ça, en fait, il acquiert un pouvoir divin, et pour essayer de séduire la mort, la représentation physique de la mort, il va d'un claquement de doigts, hein, d'un snap, on a envie de dire maintenant, mettre fin à la vie de la moitié des êtres vivants de l'univers. Et sauf que ça ne suffit pas à plaire à la mort, et qu'à partir de là, par contre, ça lance une quête désespérée des héros terriens, et pas que terriens, de se mettre sur la route du titan fou. Et donc on va retrouver quelques séries en tie-in, la série Silver Surfer, donc la série Doctor Strange, Incredible Hulk, et aussi
des choses un petit peu plus on the side, hein, un peu moins sous le feu des projecteurs, comme la Cape et l'épée, comme Quasar et comme Sleepwalker. Donc voilà, on n'est pas sur les c'est logique que ces séries restent étaient inédites à l'époque en VF. Les intérêts risqués, mais on s'y est pas encore risqué. Ouais, on y viendra, hein, j'en doute pas, mais Sleepwalker, on n'y viendra pas tout de suite, mais on y viendra. En plus de tout ça, il y a un autre tie-in, c'est Spider-Man 17, donc qui est la série qui était lancée par McFarlane, mais là c'est Ann Nocenti avec Rick Leonardi, et c'est un épisode en fait qui se situe après le Gant de l'Infini, et où en fait il y a une vraie ambiance de cauchemar où Spider-Man va tomber nez à nez avec Thanos, mais voilà, c'est plus une représentation presque fantasmagorique de Thanos que Thanos lui-même, et c'est un excellent épisode de Spider-Man. Bon, c'est Ann Nocenti, rien de très étonnant là-dedans non plus. Mais en tout cas, ouais, le Gant de l'Infini et Thanos Quest, ouais, bah c'est des sommets absolus de l'esprit Marvel. C'est de l'aventure avec un grand A. En plus, c'est Georges Pérez sur les 3 premiers épisodes, un peu du 4 aussi, qui fait un travail de titan absolument ma boule, voilà. Et c'est vraiment ouais, c'est vraiment un must-have total, quoi. Alors vous l'avez sans doute déjà dans une édition précédente. Si vous l'avez pas et que vous voulez le beurre, l'argent du beurre et un supplément de baguette, c'est avec l'omnibus. Et si vous l'avez déjà, mais que ça reste un truc où vous rêvez d'en lire davantage, que vous voulez voir ce qui se passe dans les autres séries, etc., bah lancez-vous, parce que non seulement il y a le Gant de l'Infini, mais on a déjà annoncé qu'on faisait évidemment les deux autres volets par la suite. Donc il y aura Infinity War en novembre, où là, pour le coup, il y a énormément de tie-in, avec cette fois-ci encore plus de séries qui n'étaient pas diffusées, comme des choses comme Deathlock, Wonder Man, Silver Sable, Nomad, encore Quasar, encore Sleepwalker. Voilà, il y a vraiment plein de choses, et même des séries qui habituellement on imagine sont publiées en VF, mais qui à l'époque ne l'étaient pas forcément, ou en tout cas pas ces épisodes-là. Donc on a des épisodes inédits tirés de genre Daredevil ou des trucs comme ça. Donc vraiment ces omnibus, c'est un peu une mine pour les complétistes de l'univers Marvel, quoi. Ouais, voilà. Et puis même aussi une plongée aussi dans l'époque, parce que ça permet aussi de se rendre compte des implications éditoriales, de comment gérer un event entre guillemets aussi à cette époque-là, et c'est vrai quoi, on avait parlé justement, moi j'ai pas traité l'omnibus, mais j'avais lu que les épisodes de Hulk via le run de Peter David. Et c'est vrai que c'est marrant parce que ils peuvent se lire très bien à part tout seuls, mais c'est marrant de les lire justement dans le cadre de ce récit-là, où on voit un peu la grande histoire et pourquoi Hulk arrive un peu désarçonné en fait après son passage contre Thanos. Écoute Aurélien, je te propose qu'on passe maintenant à nos lectures hors Marvel. Alors j'ai envie de dire hors Marvel mais pas hors Star Wars, parce que il s'avère que le hasard a fait que Aurélien et moi avons choisi 2 récits Star Wars à chroniquer. Je commence par le plus ancien peut-être. Comme ça, voilà. Donc on remonte dans les légendes de l'univers Star Wars. Ouais, et puis j'ai envie de dire les légendes des légendes, parce que là on est sur donc la série de la Genèse des Jedi. Genèse des Jedi, donc qui s'est clôturée avec ce 3e tome. 3e tome qui contient en fait des épisodes qui me tiennent beaucoup à cœur, qui sont les épisodes consacrés à toute la saga en fait de Exar Kun. Alors, il va y avoir un peu de détails personnels, parce que comment dire, moi typiquement le comics, contrairement à toi, je pense, le comics, mes premiers pas, ça a surtout été beaucoup plus que Marvel, Star Wars en fait, parce que étant donné que j'avais vu les premiers films en cassette, et on m'avait offert ensuite l'encyclopédie Star Wars, j'avais découvert tout l'univers étendu via l'encyclopédie, notamment il y avait des screens en fait qui avaient d'illustrations tirées des comics ou des romans ou des couvertures ou même des premiers jeux vidéo qu'il y avait pu avoir. Et vu que ma bibliothèque n'avait pas tout,
Je fantasmais vraiment sur cet univers-là étendu, avec juste, notamment donc la légende d'Exar Kun, Jedi maudit, qui était celui qui a inventé le double sabre qu'on voit évidemment repris par Dark Maul dans le premier film de la nouvelle trilogie. Et c'est des récits que j'ai longtemps en fait rêvé de lire, et que donc j'ai lu il y a une dizaine d'années à peu près, quand j'ai pu me choper l'édition Delcourt. Là, je les ai relus avec plaisir, d'autant plus que édition Epic oblige. J'ai découvert notamment que l'ordre de publication était totalement différent que ceux auxquels je pensais, puisque en fait, en 92 ont été faits donc 1 ou 2 numéros qu'on retrouve donc à la fin de cette épique, qui vont être consacrés à Nomi Sunrider. Nomi Sunrider, qui est un des 3 personnages principaux de cette saga-là. On va s'attacher à elle, et en fait, on va découvrir que, du coup, oui, elle a eu visiblement, mais à partir avec le personnage d'Uli Keldroma, qui est un Jedi qu'on voit pas mal amoché, et Exar Kun. Et ensuite, on va découvrir donc des épisodes de 94 qui vont être consacrés à la jeunesse d'Exar Kun, comment en fait il est devenu un Jedi noir, un Jedi maléfique, et ensuite comment il a réussi à pervertir l'esprit d'Uli Keldroma, et comment ils ont affronté ensemble Nomi Sunrider. Je vous résume en très peu de temps, puisqu'en fait on est quand même sur une narration assez dense, qui est signée principalement par Tom Veitch. Alors Tom Veitch, c'est un peu un architecte de l'ombre, parce que je pense même son frère Rick Veitch, qui a fait du Swamp Thing avec Alan Moore notamment, et qui a repris la série juste après, est peut-être plus connu que lui. Mais Tom Veitch, c'est quelqu'un qui est souvent considéré comme un des architectes de l'univers légende en comics chez Dark Horse, puisque c'est aussi lui qui a fait l'Empire des Ténèbres. Il est ici assisté donc de Kevin Anderson, qui lui a été surtout connu pour les romans en fait Star Wars, donc dans les romans Star Wars, il avait aussi introduit donc le personnage Exar Kun avec l'esprit maléfique d'Exar Kun, qui était un des antagonistes de Luke Skywalker. Donc voilà. C'est aussi la force du récit légende à l'époque, c'était de mélanger en fait des mythes qui se déroulaient bien avant les films, et de les revoir introduits dans les jeux vidéo, dans les romans tirés des films ou autres, pour enrichir la mythologie et voir qu'en fait il y a aussi un cycle qui se répète dans l'univers Star Wars, de Jedi déchus, de familles détruites, d'esprits du passé qui vont hanter les nouvelles générations, et aussi avec un côté un peu des fois des générations entières qui vont un peu être doumées entre elles, parce que le tel père a tué tel bidule, et du coup il va être hanté par tel esprit revanchard de machin. C'est ce qui fait que c'est un peu Dallas dans la force, et ça j'adore ça, j'adore pour ça en fait Star Wars. Et j'espère que vous prenez autant de plaisir que nous, en tout cas à relire tous ces Epic Collection, parce que c'est vrai que c'est quand même un sacré pan d'univers, et on arrive bientôt à la fin, parce que je crois que l'année prochaine, en 2026, on aura la plupart des séries qui sont clôturées, à part Rébellion et l'Empire, on aura quasiment tout fini, je crois. Ouais, il y en aura 2-3 sur les 9, je crois, qui resteront. En tout cas, on sera peut-être 4. Enfin, on en aura. Je crois qu'on commence vraiment là. On voit qu'on en clôture l'une après l'autre, et du coup, ce qui peut parfois sembler long, c'est que il y avait une rotation entre les différentes séries, et une rotation qui va s'accélérer de fait, parce que forcément, vu que on a fini on en a fini la moitié, les autres reviennent de plus en plus vite, et donc voilà, donc ça on se rapproche mécaniquement de la fin. Voilà, je pense que c'est 2026, il va avoir un sentiment d'accélération, et je crois que ça se finit en 2026. Oui, on a, je crois, au moins 2 de l'Empire ou de Rébellion, mais en tout cas on accélérera pas mal sur ces séries là. Et en tout cas je pense que ça reste encore une fois, même si c'est encore une fois plus canon, d'excellents points d'entrée dans la mythologie, puisque justement chaque ère est vue comme une manière de pénétrer dans une timeline, et vu que c'est par ordre chronologique, ça peut être un peu déstabilisant parce qu'il y a plusieurs dessinateurs, vu que c'est vraiment par ordre chronologique dans l'univers de Star Wars, mais ça permet au contraire, comme avec ce tome-là, donc la Genèse Jedi, d'avoir une meilleure cohérence aussi en termes d'histoire, puisqu'on découvre aussi dans l'ordre d'apparition des personnages, et ensuite ce qu'ils deviennent un peu plus tard, et les liens qu'ils peuvent entretenir. Et pour le coup, la Genèse Jedi, c'est vraiment des tomes qui peuvent se prendre quasiment indépendamment, là où par exemple des séries comme Clone Wars, donc la guerre des clones, peuvent être un poil plus ardues si on commence au tome 3 ou 4, puisqu'on suit surtout une énorme guerre, évidemment, avec toutes les conséquences que ça peut avoir.
Ouais, et le fait de publier tout ça avec l'Epic Collection, avec le recul de la collection est finie, il y a plus de nouveaux titres légendes et tout ça, ça a cet avantage évident, hein. C'est du coup c'est absolument pas un shade en direction de ce qu'a pu faire Dark Horse ou Delcourt en France, mais on a cet avantage évident de pouvoir justement les publier de manière ultra cohérente et ultra logique, quoi. Donc oui, évidemment c'est un avantage parce que on arrive une fois que tout est fait, donc c'est beaucoup plus facile dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'il y a une plus-value immense à pouvoir les lire dans cette collection, je pense. Ouais. Et en tout cas, mon moi d'il y a 25 ans est très ému à l'idée de tout avoir, en fait, quasiment, tout Star Wars Legend, un univers que j'ai vraiment fantasmé à travers les jeux vidéo et les encyclopédies. Donc là, tout avoir et pouvoir tout lire dans les meilleures conditions possibles, c'est un pied incomparable. Moi, je sais que ça me permet aussi de relire des pans d'histoire que je connais à travers les romans, parce que moi, je lisais beaucoup plus les romans que les comics légendes, et donc c'est vrai que je connais très bien le côté roman, beaucoup moins le côté comics, et là, ça me permet de les découvrir, de compléter ma connaissance de cet univers, quoi. Après, on va pas se mentir, hein, que des fois, niveau graphique, ça peut être un peu ardu, parce qu'on est vraiment dans le comics Dark Horse des années 80-90, donc ça peut être des fois un peu vieillot par rapport à des dessins plus modernes, mais très honnêtement, une fois dedans, c'est quand même super, quoi. Et ouais, enfin, au niveau graphique, quand on voit la série Dark Times, avec au dessin Douglas Wheatley, qui est franchement le dessinateur qui a un peu disparu et que j'aimerais vraiment revoir aussi bien sur une série Star Wars que sur n'importe quoi d'autre, parce que vraiment il a un style incroyable. Je crois qu'il a fait un tout petit peu de Avatar, donc okay. Je crois qu'il a fait un récit court chez eux, mais juste quelques pages, mais c'est un dessinateur absolument incroyable. Et donc on reste dans l'univers Star Wars avec une autre saga au long cours qui s'achève aussi bientôt, puisqu'on arrive sur les dernières heures de l'Haute République. Est-ce que tu peux nous parler donc de la Haute République, les aventures? Non. La Haute République. Non, la phase 3. La phase 3, toute la phase 3. Okay. Ouais, moi je me suis dit, je me mets pas de limite. Moi, je parle de tout ce qu'on a sorti sur la phase 3. Voilà, moi, je me contente pas d'un seul comics. On n'a pas 3 heures, hein, tu sais. Ouais, non, je vais être bref. Je vais pas essayer de tout réexpliquer ce que c'est que la Haute République. Donc, on a fait un podcast Star Wars il y a à peu près 1 an où tu l'expliques très bien de manière synthétique. Je vous invite, si vous êtes un peu largué, à réécouter ce podcast pour avoir les explications d'Aurélien. C'est une très bonne manière de faire. Du coup, quand même, la Haute République, c'est le passé de Star Wars, ça on peut le dire, et ça se déroule du coup à une époque où les Jedi sont plus ou moins au top de leur forme. En fait, c'est le début de la chute, hein, la Haute République. Et la phase 3, alors il y a eu 3 phases. La phase 1, donc qui lançait l'histoire. La phase 2, qui était un flashback, hein, parce qu'on est dans Star Wars, donc pourquoi faire les choses simples. Et la phase 3, qui prend quelques mois après la phase 1. Donc voilà, d'une certaine manière. Alors, le flashback, la phase 2 était quand même importante à suivre pour pas mal de personnages, de concepts qui vont être utiles justement dans cette phase 3. Mais pour dire ce qu'il en est de manière simple, c'est le moment où les méchants ont plus ou moins, peut-être pas gagné, mais remporté une victoire quand même assez importante à la fin de la phase 1, et les héros sont donc sur la défensive, et il y a toute une partie de la galaxie qui est tombée sous le contrôle des Nihil, donc ces méchants qui se rapprochent un peu de vikings ou de pirates, en tout cas de l'espace, et d'anarchistes un peu, et toute cette zone qui leur appartient, du coup, que ce soit la République ou les Jedi, n'ont quasiment plus aucune influence là-dessus. Donc on va suivre d'un côté ceux qui sont
dans la zone d'occlusion des Nihil, donc la zone qu'il domine, et à côté de ça, les histoires à l'extérieur des héros qui essayent de trouver des solutions pour les armes extrêmement puissantes que possèdent les Nihil, dont des créatures qui se nourrissent en fait des possesseurs de pouvoir de force, donc typiquement des Jedi. Donc ils sont dans une position vraie, comme je disais, vraiment sur la défensive, et c'est assez sombre. Comme je disais, on est au début, c'est vraiment l'âge d'or des Jedi, mais cet âge d'or, il commence à se ternir, et du coup, cette phase 3, elle est quand même assez sombre. Il y a pas mal de moments assez tragiques, et que ce soit dans la série Les Aventures, qui est censée être plus légère, mais qui quand même recèle pas mal de moments assez tragiques. On est vraiment dans le côté young adult, donc un peu le côté Hunger Games presque, en termes de niveau de violence et de choses comme ça, donc pas non plus quelque chose de complètement anodin, ou la série Marvel, ou les séries, même les mini-séries qui viennent développer un personnage ou une idée, etc. On est vraiment, je trouve, dans ce que la Haute République a de mieux à proposer, et c'est vraiment une période extrêmement fun à suivre. Donc voilà, on a sorti en tout et pour tout là depuis le début de l'année. Là on est techniquement en août, et on a sorti 4 comics Haute République. D'ici la fin de l'année, on en aura sorti 3 autres, je crois. Donc voilà, on en sort quand même pas mal, mais on se rapproche de la fin, parce qu'il en restera plus que 3 ou 4 à sortir en début 2026 pour raconter la fin de cette phase 3. Mais vraiment, c'est vraiment un vrai bonheur. C'est j'ai envie de toutes vous les conseiller, parce que vraiment toutes les mini-séries et toutes les séries font feu de tout bois là dans cette dernière période. Et voilà, j'en parle régulièrement de la Haute République, parce que c'est vraiment le gros coup de cœur en univers Star Wars actuellement. C'est là où on a le plus de liberté, et là où on voit le plus d'idées complètement novatrices, et de nouveaux personnages dont on ne sait pas quelles vont être leurs destinées. Donc ouais, non, c'est vraiment super. Ouais, puis en même temps avec je trouve une super homogénéité et osmose de créatrices, en fait, qui arrive en fait à cohabiter sur plusieurs médias, en roman. Alors c'est ce qui peut donner un peu le côté, moi, et honnêtement, je récupère les romans je récupère les romans pocket chez mon libraire en les accumulant, et du coup j'ai un retard monstrueux parce que j'arrive pas. Mais moi je suis à jour en comics, mais je suis à la bourre sur les romans. Mais en fait c'est comme je vois vers où t'allais aller, c'est que t'allais dire, on finit des fois un peu par perdre le fil et se dire zut, j'ai tout ça en retard. Sans être frustré. Non, sans être frustré. Et en fait, faut le prendre comme toutes les œuvres Star Wars. On n'est pas obligé de tout lire en linéaire. On peut, je veux dire, c'est dans l'ADN de l'univers à un moment revenir en arrière et découvrir une nouvelle histoire, un nouvel angle. Bah là c'est pareil, vous pouvez ne suivre que les comics, revenir sur les romans plus tard. Ou si vous êtes en train de lire les romans et que vous écoutez ce podcast, laissez une chance aux comics ou au manga si vous êtes déjà à jour sur les 2 autres périodes. De chez Nobi. Vous avez plein de bonnes lectures qui vous attendent, et c'est vraiment un des côtés les plus excitants de l'univers. Et on parle de la fin de la Haute République. En fait, on parle de la fin de cette grande saga en 3 phases qui a été commencée. On sait déjà qu'il y aura d'autres œuvres qui se dérouleront à la même période, vu que maintenant il y a plein de personnages dont on a envie de continuer de suivre les aventures. Oui, tout à fait. Non, son gageons qu'on aura l'occasion de reparler l'année prochaine de la Haute République encore à nouveau. Je propose qu'on clôture du coup le mois de juin, et on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, puisqu'on parlera donc des coups de cœur de juillet et des découvertes de l'été, Cruelle édition. On vous laisse la gageure de ce que ça veut dire. Allez, bonne soirée, à la prochaine.